qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Et la Russie fait aujourd'hui florès dans toute une série de pays d'Afrique, la Centrafrique et beaucoup d'autres, là où nous hésitons à aller. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous rétrécir. Enfin, les pays européens, les États-Unis sont en voie de désinfluence en Afrique, en Amérique latine. La seconde chose que nous devons comprendre lorsque l'on écoute l'ensemble des médias du monde occidental, c'est le poids, l'importance de la propagande. Elle ne s'est pas arrêtée avec la fin du communisme, non. Elle a simplement pris une autre dimension. Elle est tellement insidieuse que même l'immense majorité des journalistes qui disent des informations n'ont pas conscience qu'ils se font l'écho d'une pensée savamment distillée et érigée en vérité, celle que leurs autorités leur servent. Elle passe à travers différents médias, multiples supports que financent de nombreuses puissances, mais aussi par la force de conviction de nombreux spécialistes qui s'y succèdent. C'est peut-être le dernier journal d'RT France. Alors après toutes les tentatives de fermer notre chaîne en Europe et les pressions que l'on subit depuis plusieurs jours maintenant, vous l'aurez compris, nous ne pourrons bientôt plus exercer notre métier, notre passion de journaliste comme nous l'avons fait pendant plus de 4 ans. Au nom de toutes les équipes d'RT France, nous souhaitions vous remercier sincèrement pour votre fidélité tout au long de ces 4 années. Moi, je veux bien que effectivement on dit mais attendez, vous prenez des positions pro-russes, etc. Mais tel ou tel média ne prend-il pas position en fonction de son idéologie ou en fonction des intérêts de son actionnaire? Où ça s'arrête? Le problème de la liberté d'expression, même et surtout la liberté d'expression de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous et même ceux que vous détestez, RT France ou Sputnik ou Al Jazeera, etc. Vous n'aimez pas? Eh bien, zappez et ne les regardez pas. Qui oblige qui que ce soit à regarder quoi que ce soit? La fermeture de cette chaîne russe illustre bien l'importance, le rôle que jouent les médias dans la guerre de l'opinion aujourd'hui. Et la Russie est loin d'être la seule à se livrer à cette pratique. L'histoire rappelle des faits têtus. Souvenez-vous, lorsque l'on a fait la guerre en Irak, l'immense majorité de la presse britannique, et surtout américaine, justifiait chaque jour l'urgence de renverser le régime de Saddam Hussein par la présence des armes de destruction massive qu'il détiendrait. On est même allé jusqu'à fabriquer des preuves en mondovision. When Iraq finally admitted having these weapons in 1995, the quantities were vast. Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount. This is just about the amount of a teaspoon. Less than a teaspoonful of dry anthrax in an envelope shut down the United States Senate in the fall of 2001. Saddam Hussein already possesses 2 out of the 3 key components needed to build a nuclear bomb. He has a cadre of nuclear scientists with the expertise, and he has a bomb design. Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. Iraq has been working on a variety of UAVs for more than a decade. This is just illustrative of what an UAV would look like. And I told the world that your case for the war was a pack of lies. I told the world that Iraq, contrary to your claims, did not have weapons of mass destruction. I told the world, contrary to your claims, that Iraq had no connection to Al-Qaeda. I told the world, contrary to your claims, that Iraq had no connection to the atrocity on 9/11. 2001. I told the world, contrary to your claims, that the Iraqi people would resist a British and American invasion of their country and that the fall of Baghdad would not be the beginning of the end, but merely the end of the beginning. Senator, in everything I said about Iraq, I turned out to be right and you turned out to be wrong. And 100,000 people have paid with their lives. 1,600 of them American soldiers sent to their deaths on a pack of lies. 15,000 of them wounded, many of them disabled forever on a pack of lies. If the world had listened to Kofi Annan, whose dismissal you demanded, if the world had listened to President Chirac, who you want to paint as some kind of corrupt traitor, if the world had listened to me and the anti-war movement in Britain, we would not be in the disaster that we're in today. Senator, this is the mother of all smokescreens.
I regret it now because the information was wrong. I deeply regret that the information, some of the information, not all of it, some of the information I presented, which was multi-source, was wrong. Le même type de mensonge, répété en boucle avec de grands philosophes va-t-en-guerre sur le terrain, a été brandi sur tous les médias embarqués en France, aux États-Unis et en Grande-Bretagne pour s'assurer le soutien de l'opinion afin de faire tomber Mouammar Kadhafi en Libye. Le même type de regret a été présenté une fois que le forfait était commis, avec à chaque fois la même discrétion dans la reconnaissance de l'erreur. Et la presse, un peu gênée, n'accorde pas la même publicité à ces aveux tardifs. On reconnaît qu'on s'est trompé, mais très, très discrètement. Lorsqu'on a fait la guerre en Afghanistan, il s'agissait de détruire les talibans. Et pendant longtemps, nous n'avons vu que des images de succès sur le terrain. Images savamment encadrées par les armées américaines. Pour tout le monde, les puissances occidentales débarrassaient la planète des méchants barbus qui répandaient le terrorisme à travers le monde. Nous y avons tous adhéré, puisque la justification était morale, louable, et que les médias nous le sérinaient à longueur de journée. Un peu plus de 15 ans après, chacun sait qu'on a tous menti, et que pendant que nous regardions les images savamment choisies des victoires des forces alliées, les Américains finalement négociaient en douce pour se retirer sur la pointe des pieds en abandonnant les Afghans dans les griffes des talibans qu'ils étaient censés éradiquer. Lorsque les puissances européennes, notamment la France, ont débarqué au Mali, toute la presse s'est faite l'écho de la pensée des décideurs français qui nous faisaient savoir qu'ils intervenaient pour aider le Mali. À aucun moment, personne n'a mentionné que cette guerre était d'abord les conséquences des errements de la politique française menée par Nicolas Sarkozy. Presque aucun média n'a eu l'audace ou l'honnêteté de l'évoquer. La France bienveillante courait au chevet du Mali. Nous avons célébré cette humanité, cette générosité. 9 ans après, des milliers de morts civils après, plus d'une cinquantaine de soldats français morts après, on ne connaît même pas le nombre de soldats maliens tués. Ce que retient la presse internationale, c'est l'impossibilité pour les armées européennes de continuer leur mission sur le terrain en raison de l'hostilité des autorités militaires qui ont pris le pouvoir. Les armées partent parce que le climat n'est plus serein. Et là encore, sans jamais se faire l'écho des arguments des militaires maliens et de ceux au pouvoir à Bamako, sans jamais se faire l'écho de l'échec sur le terrain, on parle de succès de l'opération alors que la guerre en 9 ans a progressé et gagné une bonne partie du pays. On n'entend qu'une version. Heureusement, malgré le soutien affiché par les chefs d'État de la sous-région Afrique de l'Ouest à Paris, de temps en temps, ils expriment une certaine vérité. Pourquoi, en dépit de la présence plus massive de forces internationales, la situation continue de se dégrader au Sahel? Plus de 14 000 hommes de l'aménagement, chez 5 Sahel, je pense à plus de 5 000, 6 000 hommes, 19 000 hommes, plus Barkhane, plus tout le reste, plus l'armée malienne. Ce n'est pas moins de 30 000 hommes qui sont sur un théâtre qui est pris en otage par une bande d'individus. Il y a un problème. Pourquoi nous ne sommes pas capables de régler cette affaire? Il y a un problème. Au moins, on a compris une chose fondamentale. On devrait l'intégrer au plus profond de nous-mêmes. Personne ne viendra se battre pour nous et à notre place. Celui qui veut se battre à nos côtés doit clairement exprimer ses intérêts ou ses intentions afin que nous en discutions et décidions si c'est compatible avec les nôtres. On n'est plus perméable au discours sur l'amitié et la fraternité entre États. Ça n'existe pas. Nous sommes dans des bagarres hégémoniques, d'influence. Le principe est d'étendre son pouvoir, sa pensée partout. C'est de bonne guerre. Mais personne ne viendra nous sauver en cas de problème. Autre leçon à tirer de cette tragédie, le poids de la propagande qui, curieusement, est plus insidieuse et plus efficace que par le passé. Parce que la plupart d'entre nous, nous nous réveillons avec une seule version des événements et condamnons à juste titre la Russie, l'agresseur. Elle l'est à coup sûr. C'est elle qui a pris les armes pour agresser un État souverain. C'est elle qui bombarde, qui vise des cibles stratégiques et sensibles de l'Ukraine. Mais peut-être faut-il aussi chercher d'autres responsabilités dans ce mauvais film. Pour comprendre ce qui se passe, il faut forcément, et c'est obligé, remonter à l'histoire. Rien ne peut se comprendre sans un retour vers le passé. Surtout en cette période où la propagande fait avec méthode son travail. Comment en est-on arrivé là?
Si nous devons tous condamner sans ambiguïté l'invasion d'un pays souverain, si nous devons tous dénoncer le recours à la force avec des victimes civiles en plus, il est impératif, en condamnant les conséquences, de chercher les causes. La guerre froide n'est pas terminée comme beaucoup l'avaient annoncé. Nous y sommes en plein, plus que jamais. Et là, comme pour expliquer la plupart des situations, un retour à l'histoire, un œil dans le rétroviseur est nécessaire. C'est absolument nécessaire pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. L'Ukraine faisait partie de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, la superpuissance au centre du pacte de Varsovie, une alliance militaire orientale établie en opposition à l'OTAN, une alliance militaire occidentale. Telle était la configuration qui constituait l'arithmétique militaire de la guerre froide. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Entre 1989 et